Donc bonjour tout le monde au nom de Primevert. Donc on remercie Maxime Combe de venir faire la conférence à l'endroit ou à l'envers, peu importe. Du moment qu'on s'amuse, c'est bien. Et donc on a 1h30. Alors en théorie, il y a 30 minutes institutionnelles pour le monsieur qui parle ou la dame qui parle. Et après, 1 heure de débat avec la salle. Mais là, ça va peut-être être l'inverse. Donc, merci d'éteindre vos téléphones pour pas que ça fasse de bruit. Et les conférences sont enregistrées comme tous les ans, mais cette année, elles seront en accès libre sur le site de Primevert dans à peu près une quinzaine de jours, enfin quand ça sera prêt techniquement. Pour les questions, c'est Henri qui fera passer le micro. Donc, mettez bien le micro sur le menton et puis essayez de pas être trop long non plus et tout ci, tout ça. Et puis, on peut commencer puisque maintenant il est l'heure réglementaire. Donc, il y a un livre, le dernier livre de Maxime qui est en vente derrière et avec dédicace éventuelle si vous voulez. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel. Donc, Maxime, je te laisse te présenter, c'est plus efficace. Et donc, la parole à tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette magnifique conférence mal préparée, je parle de moi. Donc moi je suis Maxime Combe, économiste de formation, ex-porte-parole d'Attaque, officiel, pendant quelques années. Je travaille maintenant pour des toutes petites structures pour lesquelles je fais de l'expertise citoyenne. Une qui s'appelle l'ETEC sur les questions de commerce et d'investissement et une qui s'appelle l'Observatoire des multinationales sur la question des multinationales. Le sujet, si je dis pas de bêtises, on l'a appelé multinationales et urgence climatique ou écologique. Et en plus, tel que c'est présenté là dans le programme, c'est genre une brèche va s'ouvrir, utilisons-la. Bon, il faut rappeler un certain nombre de choses quand même compliquées, parce qu'avant que des brèches s'ouvrent, on a quelques difficultés devant nous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence en faisant une conférence inversée. C'est-à-dire que moi, je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais, de quoi je pouvais parler éventuellement, mais je vous propose qu'on fasse circuler le micro et que celles et ceux qui le souhaitent, tout du moins, et s'il n'y a personne, je ferai un non-stop d'1h30, celles et ceux qui le souhaitent nous disent qu'est-ce qu'ils attendent de cette conférence ou qu'est-ce qui leur vient à l'esprit avec un tel sujet, ou pourquoi sont-ils là, est-ce qu'ils veulent parler des problèmes que cela pose ou des j'arrive, c'est en train ou des sujets ou des pistes qu'ils voient. Ça vous va comme déroulé? Et après, bien entendu, je vais parler, vous inquiétez pas, je parle trop de toute façon. Et il faut que vous participiez, donc du coup ça veut dire que là à 12h15 dimanche matin vous soyez minimum réveillé et enthousiaste à l'idée de prendre le micro alors que vous n'avez pas prévu de le faire ce matin. Ah, quelqu'un se jette à l'eau, bravo. Oui. Vas-y. C'est bon, ça fonctionne. Oui, alors Bruno Généré, je suis à la retraite, mais je suis ingénieur informaticien. J'ai travaillé pour pas mal de multinationales, essentiellement des banques et assurances, et pas que. Hier, j'étais à une conférence sur la numérisation du monde, et en fait, peu de gens savent que les multinationales ne fonctionnent pas sans système d'information mondial et numérisé, en particulier les banques. On se rappelle de Clearstream, mais les banques Et pour en revenir à Attaque, au départ, l'idée c'était de taxer les transactions financières, justement en hackant, entre guillemets, le système de compensation. Ça permettait d'avoir un pourcentage de revenus sur toutes les transactions spéculatives qu'on a aujourd'hui avec les places de marché. Et les multinationales, sans outils numériques, elles ne vont pas fonctionner. Donc la question, c'est comment on peut hacker les multinationales et les empêcher de nuire en reprenant leur contrôle. Voilà. Est-ce que par rapport au numérique, on pourrait faire quelque chose? Waouh, là ça devient spécifique. Bonjour, je m'appelle Caroline. Moi, je me demandais si vous alliez parler de l'articulation entre les multinationales et le rôle des organisations internationales, et en particulier de l'OMC. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a des multinationales qui portent plainte contre des États parce que les États se sont engagés à certaines choses qu'ils ne souhaitent plus faire pour protéger leur population. Enfin, pour d'autres raisons, pour le bien public en fait, qui reviennent sur des engagements qui ont été pris dans le cadre d'accords pris
à travers les organisations internationales. Donc ça, c'est une thématique qui m'intéresserait. Ça, c'était prévu. Ouais. Pas plus de monde, Ça s'appelait. Présentation. pas plus d'idées. Ah. Ouais. Non, mais soyez pas timide, hein. Allez-y. Hein. Oui, bonjour, Patrick Bourchenin, je suis à TAC depuis quelque temps là sur Lyon. Je me pose la question, en quoi on peut vous aider ou aider les gens qui travaillent dans le même sens que vous, en tant que citoyen ou achetez mon livre. Militant. Ouais, alors déjà, ouais. Mais ça c'est prévu. Voilà. Très bien. D'autres? Allez-y, soyez pas timide, je vous en prie. Et je vais descendre comme ça, je serai avec vous. Plutôt que de lutter contre la mondialisation qui va s'arrêter faute d'énergie, de minerais, de métaux, etc., est-ce qu'il vaut mieux pas se préparer déjà à vivre dans le local, sobrement, de façon amichienne, et c'est pas du tout ridicule, au contraire, c'est admirable. Merci. Vous êtes sûr que la mondialisation va s'arrêter? C'est une bonne question. Moi, j'aurais une question. Est-ce que les multinationales sont vraiment multinationales ou c'est pas seulement des entreprises américaines mondialisées, de droit américain, si je peux dire, mais mondial? Et il faut dire merci à Maxime pour d'avoir mis le PowerPoint. Bon, ça fait une série de questions. Vous en voulez plus ou... Ouais. Mais je suis pas sûr d'en trouver plus. Hein. Ils n'ont pas l'air très réveillés. Quand même. Ça digère ou alors multinationales et urgence climatique. Il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose en France, par exemple. Quelques annonces. Non? Ça vous a pas marqué? Moi, ça m'a marqué. Je pense à ça tous les jours. Mais peut-être que je suis un peu bizarre. Allez-y. Moi, c'était pas pour poser une question, mais vous demandiez pourquoi on est là. C'est une bonne question. Pourquoi vous êtes venu? Merci, je vais vous le dire. Je pense que ça vient compléter les deux autres, entre autres, conférences que j'ai suivies, notamment celle des Pinson-Charlot sur la violence de classe et le chaos climatique. Celle qui était animée par Oxfam et la banque éthique NEF sur la responsabilité des banques vis-à-vis du climat. Et je pense finir avec Attaque et vous-même, je pense que j'aurais complété ces 3 journées. Bien déprimé pour les 3 jours. Hein, okay. Voilà, comme vous dites. Donc j'aurai tout le temps après de me reprimer okay. pour faire la synthèse de tout ça. Voilà, merci. D'autres questions, d'autres attentes, d'autres remarques, d'autres sentiments, d'autres désaccords avec la façon d'organiser la conférence? Oui, déjà merci d'être là. Cédric, moi je fais partie d'Attaque depuis 2 ans. C'était plus pour passer un coup de gueule, effectivement. Vendredi, on a appris que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, avait 150 000 € d'actions chez LVMH, 40 000 chez Total. 1 500 000. 1 500 000, autant pour moi, excusez-moi. Et du coup, je me demande effectivement, qu'est-ce qu'on peut attendre du cadre législatif dans le contexte de la Ve République pour lutter contre les multinationales quand on est en plein conflit d'intérêts jusque dans les instances décisionnaires. Voilà. Je suis épaté. Je vous rappelle le nom. Ça s'appelle Multinationales et Urgence climatique. Et il n'y a toujours aucune question. Un peu... Alors moi, je suis, pas toute l'actualité, mais un petit peu. Et donc, j'ai vu qu'à la fois le Sénat ou le pôle nucléaire piloté par le président voulait siphonner les livrets A pour construire les réacteurs EPR qui arriveraient en 2040 si tout va bien. Et puis, donc les livrets A servent majoritairement au logement HLM. Et puis... pas que, mais en partie, oui. Oui, en partie. Et puis la loi, avec un peu de mal, sous Hollande, avait réussi à imposer un plafond de 50% de nucléaire pour laisser un peu de place aux renouvelables. Les renouvelables où la France est en retard, c'est pas par accident, c'est une volonté politique de freiner toutes les renouvelables. Et donc, la France va devoir payer à l'Europe parce qu'on n'a pas obtenu nos objectifs renouvelables. Et puis, la suite, c'était quoi? C'était la loi, en fait, ils veulent la mettre à l'envers. Ils veulent dire, le plafond minimum de nucléaire, c'est 50%. Voilà quelques petits amusements. D'autres questions?
Ah, ben ça bouge, il se réveille. Je vais y arriver. Le climat s'améliore, si je puis dire. Je vais y arriver à ne pas parler pendant 1h30, vous allez voir. J'ai été très choquée quand, au niveau du Parlement européen, ils ont dit que le nucléaire et le gaz faisaient partie des énergies vertes. Et je pense que les multinationales et leurs lobbyistes sont extrêmement puissants et font ce qu'ils veulent. Au COP, c'est pareil. Et hier, j'étais à une conférence sur le nucléaire et Hervé Kempf dit ben oui, peu de CO2. Je lui ai posé la question, il m'a pas répondu, mais arrêtons de dire que le CO2, c'est que là où on utilise l'énergie, parce que il faut voir dans Total, donc toutes les multinationales. Et elle a dit. Non, ça vous est pas venu à l'esprit avant? Mais parce qu'on laissait les autres parler, voilà. Et tout ce que l'on dépense au niveau transport, au niveau drames sociaux dans les pays où on va chercher les minéraux, c'est essentiel de prendre... Minerais. Les minéraux. Oui, minerais, pardon. Voilà. Okay. Donc, c'est le sens de ma question. Oui, encore quelqu'un au fond. Merci. Vous pourrez peut-être m'aider. La prochaine COP, elle est présidée par un président. Le Qatar, non? Par le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis. Qui est par ailleurs PDG d'une multinationale de l'énergie pétrolière. Voilà une question, enfin une réflexion. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez. Ah bon, d'accord. Merci. Mais non, mais alors, je suis un peu, en fait, étonné parce que donc on est supposé par les multinationales et urgence climatique, urgence écologique, et on en est à 10 questions et il n'y en a pas la moitié qui portent sur Total Energy, qui est quand même le sujet majeur que nous avons à traiter en France. Parce que si nous ne sommes pas capables de traiter Total Energy, je veux bien qu'on parle d'urgence climatique, de lutte contre le réchauffement climatique, mais ça va être un petit peu difficile. Voilà. D'autres questions, d'autres réponses, d'autres remarques? Vous voulez que je vous dise quelques mots peut-être? Oui? Donc je vais essayer. Alors je ne vais pas prendre les questions dans l'ordre nécessairement ou les remarques qui ont été faites. On va y revenir directement, indirectement. Ce que je veux partager avec vous, j'ai 10 points à partager avec vous. Sur cette relation entre les entreprises multinationales et l'urgence climatique. La première chose que je veux vous dire, qui n'est même pas dans les 10 points, cette première chose, c'est le grand chapeau, c'est de se rendre compte que ces entreprises multinationales, c'est pas une loi historique, c'est relativement nouveau. Ces grandes entreprises qui sont les grandes gagnantes de la mondialisation et de l'ensemble des infrastructures mondialisées, du droit international, du commerce et de l'investissement sur lequel on va revenir, sur cette mondialisation qui s'est déployée tant du point de vue de l'échange des biens et des services, mais également de la mondialisation des sphères financières. C'est relativement neuf et récent dans l'histoire. Ça a 30-50 ans. On peut remonter plus loin, bien entendu, pour trouver des entreprises très internationalisées. Mais les multinationales telles que nous les connaissons aujourd'hui, avec leur pouvoir et leur capacité de décider d'une grande partie de notre avenir économique, mais également sur chacun des domaines de notre avenir agricole, de notre avenir énergétique, de notre avenir du point de vue de l'organisation même de l'économie mondiale, c'est relativement récent. Donc c'est quelque chose finalement qui est... si c'est récent, qui peut être imaginé comme étant revu dans un sens différent. On pourrait imaginer donc une alternative à leur capacité de peser sur le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes. La première chose sur cette question multinationale et urgence climatique, c'est de se rendre compte, et c'est le premier élément, mais que je veux rappeler ici, on ne va pas nécessairement en faire des tonnes, mais qu'on a un paquet d'études aujourd'hui
qui montrent qu'une centaine de multinationales, alors il y a plusieurs évaluations, vous les retrouverez dans la presse, dans nos bouquins, voilà, mais qu'une centaine d'entreprises multinationales représentent 60 à 70%, 80%, ça dépend comment on compte, de la totalité des émissions de gaz à effet de serre qui ont été relâchées depuis la révolution industrielle. Donc on a là pas un sujet secondaire, c'est même un sujet majeur. C'est-à-dire que si on prend le stock d'émissions de gaz à effet de serre que nous avons relâché depuis 2 siècles, 1 siècle et demi, vous comptez comme vous voulez, nous avons 80%, 60%, vous prenez la valeur qui vous conviendra, qui leur est directement imputable. Alors vous allez me dire, oui, mais si ces multinationales n'étaient pas, enfin, si nous n'avions pas consommé ce qu'elles ont produit, effectivement, et la tension entre production et consommation, elle est toujours extrêmement présente, il faut la travailler. Mais on peut imputer à ces entreprises multinationales l'essentiel, donc du coup, de la responsabilité du réchauffement climatique et de l'urgence écologique à laquelle nous faisons face. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième point, je ne vais pas en faire non plus très très long, mais quand on prend les entreprises, notamment du secteur de l'énergie, elles connaissent leur impact et l'impact de leurs activités sur le réchauffement climatique, non pas depuis quelques années, non pas depuis le début des années 2000, mais à minima depuis les années 60 ou 70. Et certainement avant, mais en tout cas on trouve des traces, les historiens ont trouvé des traces dans leurs archives d'alertes internes de scientifiques qui travaillaient pour ces grandes multinationales d'énergie. Là on parle des vraiment très grandes, donc du coup les américaines Chevron Exxon, les européennes BP, Shell, Total Energy, qui ont alerté sur le fait que les activités même de ces entreprises multinationales, donc qui consistent à explorer, extraire et distribuer des énergies fossiles, notamment du pétrole et du gaz, seraient responsables du réchauffement climatique dans lequel nous sommes aujourd'hui tous embarqués. Donc leur responsabilité, elle est liée à leurs activités, leur responsabilité, elle est liée au fait qu'ils savaient et au fait qu'ils ont passé les années 60, 70, 80, pour l'essentiel d'entre elles, à minorer l'importance du réchauffement climatique, à nier même l'évidence pour certaines d'entre elles, et puis pour la majorité, à batailler de manière extrêmement conséquente, et là on retrouve les questions qui ont été posées en termes de lobbying, qui ont bataillé pour empêcher que des politiques de lutte contre le réchauffement climatique soient mises en œuvre dès les années 90. Total Energy est sans doute responsable, avec d'autres entreprises du secteur de l'énergie, d'avoir empêché que l'Union européenne mette sur pied une première taxation du carbone tel qu'il avait été envisagé dans les années 90. Et du coup, cette politique-là, qui était une politique européenne qui aurait dû voir le jour, a été arrêtée, et c'est la raison pour laquelle on a vu le développement des marchés carbone qui ont été pensés, réfléchis et institués dans les années 90 et les années 2000. Donc ils savaient pour le réchauffement climatique, ils ont nié, ils en ont minimisé l'importance, ils ont bataillé contre les politiques climatiques, et aujourd'hui, pas pour toutes, les Américaines sont encore un pas en arrière, mais pour, en tout cas, Total Energy, BP et Shell, en Europe, nous expliquent que ce sont elles qui vont organiser la transition vers un monde bas carbone. Donc on a là une logique quand même qu'il faut rappeler pour se rendre compte finalement quelle est à la fois leur responsabilité et l'impasse dans laquelle elles nous ont conduits, et leur propos aujourd'hui est de nous expliquer qu'elles vont nous en sortir. Troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est que leurs actions, puisqu'elles prétendent nous sortir de l'impasse dans laquelle nous ont conduits, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Vous avez peut-être vu en début de semaine un certain nombre d'articles qui ont été publiés suite à la publication d'un rapport qui montrent que globalement, les multinationales, notamment celles du CAC 40, ne sont pas du tout au niveau en termes de respect simplement de leurs propres engagements qu'elles se sont fixés après l'accord de Paris, disant mais vous inquiétez pas, nous aussi on sera capable d'être neutre en carbone d'ici en 2050. On sera capable de réduire notre impact sur la planète. Tous les rapports qui sont produits par les ONG, les institutions internationales, aujourd'hui montrent que ce n'est pas le cas. Montrent qu'il y a beaucoup de greenwashing derrière cela, mais il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de strictement rien. Il y a beaucoup de simplement préservons le modèle qui a fait de nous
des entreprises multinationales capables de décider de l'avenir économique de cette planète et essayons de le préserver autant que faire se peut. J'en reviens là à Total Energy, qui va être un peu un fil conducteur, un peu mon obsession personnelle, vous avez le droit de ne pas la partager, mais simplement regardons ce que fait Total Energy. Total Energy nous annonce que ça y est, ils ont pris un virage en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont compris qu'effectivement, il ne fallait plus simplement investir dans le pétrole et dans le gaz. Et si vous écoutez toute la communication du groupe, toute la communication de Patrick Pouyanné, son PDG, elle tourne autour de cela. Elle tourne autour de l'idée que Total Energy sera un acteur majeur demain des énergies renouvelables et que donc du coup, il faut faire confiance à ces grands acteurs énergétiques pour nous amener là où il faut, c'est-à-dire dans le respect des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique tels qu'ils ont été fixés par l'accord de Paris pour 2050. C'est pour ça d'ailleurs que Total est devenu Total Energy, énergie avec un S, et c'est la raison pour laquelle ils insistent tant sur leurs investissements en matière d'énergie renouvelable. Quels sont ces investissements-là? Ils étaient de 3 milliards d'euros en 2021 par an. Ils seront, et en plus, ce n'est pas que pour les énergies renouvelables, c'est énergie renouvelable et bas carbone. Donc du coup, ça y comprend y compris des choses qui ne sont pas directement uniquement des énergies renouvelables. Ils seront de 4 milliards, ils ont été de 4 milliards en 2022 et on nous promet 5 milliards en 2023. Donc quand on voit cette augmentation, et c'est le cas de nombreux journalistes, de nombreux commentateurs qui reprennent tel quel les communiqués de Total Energy, on se dit « Ah ben c'est bien, ça augmente ». Sauf que les investissements annuels aujourd'hui de Total Energy, c'est 16 à 18 milliards d'euros. Donc ça veut dire que 70% de l'ensemble de leurs investissements annuels en 2021, 2022, 2023 restent dans les énergies fossiles. Donc vous avez là la réalité de ce que nous prépare Total Energy. Ce n'est pas une substitution de l'urgence climatique au fait de financer ce qui nous conduit dans l'impasse. C'est en fait une juxtaposition. On développe en partie effectivement les énergies renouvelables, moins parce qu'elles vont se substituer demain au cœur de métier de Total Energy, mais parce que ça leur permet de se prémunir dans l'espace public des attaques, des critiques ou des contradictions les plus véhémentes qui peuvent être produites par les ONG, par les climatologues, par les activistes du climat. La réalité, si on prend les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique de l'accord de Paris ou qu'on prend les rapports qui ont été produits depuis, c'est qu'en matière d'énergie fossile, nous n'avons pas besoin que d'un maintien des énergies fossiles et d'un développement des énergies renouvelables. Nous avons besoin d'un développement des énergies renouvelables et que les énergies fossiles se réduisent, notamment en termes de production de pétrole et de gaz, de 3 à 5% par an d'ici à 2030. 3 à 5% par an, c'est ce qui se passerait naturellement si ces grandes multinationales de l'énergie n'investissaient pas dans de nouveaux gisements. C'est en gros le rythme avec lequel un puits que vous avez foré va baisser sa production dans le temps. Donc chaque fois que Total Energy met 13, 15 milliards d'euros sur la table par an pour investir dans les énergies fossiles, ça lui permet de maintenir son taux de production de pétrole et de gaz aussi important que l'année précédente, voire de l'augmenter, et donc de nous conduire de manière systématique, de manière méthodique, dans l'impasse climatique dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'était mon troisième point. Les actions qu'ils prennent ne sont pas à la hauteur des enjeux. Quand on se prend un peu de champ et qu'on regarde plus simplement Total Energy ou les multinationales du pétrole et du gaz, on peut se rendre compte, c'est mon quatrième point, que finalement tout ce qui nous a été raconté depuis 20 ans, notamment depuis les années 90, depuis les engagements en matière de développement durable, depuis les engagements qui ont été pris dès le sommet de Rio 1992, qui ont été systématisés à la fin des années 90 à travers une alliance de fait entre la majorité des institutions internationales, je crois que c'est une question qui a été posée, et ces grands groupes, qui a été de consister à affirmer auprès de l'opinion publique que oui, les acteurs, les grandes entreprises mondiales, les multinationales, les transnationales, allaient s'engager sur toute une série de sujets à travers des engagements propres, volontaires, qu'elles allaient rassembler dans des chartes d'engagement
plus ou moins collectives qu'elles n'ont cessé de multiplier depuis 25 ans. Ça a été le cas en matière de développement durable, ça a été le cas en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de protection et de lutte contre l'effondrement de la biodiversité, mais c'est le cas dans un paquet de domaines. Et cela, elles l'ont moins fait pour changer leur business plan que pour se prémunir d'avoir des régulations contraignantes qui viendraient de la part des pouvoirs publics. Aux régulations contraignantes et éventuellement aux sanctions qui iraient derrière, elles ont préféré prendre les devants en expliquant auprès de l'opinion publique mondiale et dans chacun de nos pays que leurs engagements volontaires, que leurs chartes qu'elles annonçaient seraient suffisantes pour changer la dynamique du système économique mondial et leurs pratiques, et que ceci allait permettre de résoudre les défis auxquels nous étions confrontés. Aujourd'hui, on en voit strictement et de manière méthodique, de manière totalement documentée, l'échec de cette logique-là. Ces chartes non contraignantes, ces engagements volontaires ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux et n'ont pas permis de changer fondamentalement ni la dynamique globale du système économique dans lequel nous vivons, ni la pratique individuelle de la majorité de ces entreprises. Alors bien entendu, si on rentre dans les détails, vous allez me dire, mais tout n'est pas à jeter. Un certain nombre d'entreprises ont modifié leur comportement, leurs pratiques, leur mode d'investissement et sont un peu plus attentives à un certain nombre de sujets. C'est vrai. Mais globalement, ça ne change pas la donne. Donc globalement, c'est inefficace. Globalement, donc du coup, c'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc du coup, de cela, il faudrait en tirer des leçons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau d'avoir des engagements volontaires non contraignants de ces entreprises multinationales. Ces premiers types d'engagements sont arrivés au milieu des années 90. Et ils ont été systématisés il y a plus de 20 ans. 20 ans après, vu que ça ne fonctionne pas, ça devrait être rendu finalement illégitime pour prétendre à résoudre les défis auxquels nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, vous avez dans le débat public, malheureusement, vous avez dans l'espace politique toute une série de gens, d'acteurs publics, privés, de personnalités, de journalistes, de faiseurs d'opinion qui vous racontent et qui vous expliquent que ces entreprises-là vont être la clé du changement et qu'il n'y a pas besoin de réguler. Notamment, c'est un grand débat aujourd'hui que nous avons dans la finance. Il n'y aurait pas besoin de réguler le monde de la finance, il suffirait que les acteurs financiers se prennent eux-mêmes en charge et ainsi nous ferions basculer la finance existante vers une finance plus verte, plus respectueuse de l'environnement. Cinquième point, sur les enjeux multinationaux, urgence climatique, on reviendra sur ceux qui vous font plaisir après. Ça, on peut revenir à Total Energy, c'est sans doute un des exemples les plus emblématiques aujourd'hui que nous avons en France, mais c'est le cas de manière générale pour la très grande majorité de ces entreprises multinationales. De fait, le système financier mondial, le système économique mondial, la globalisation économique et financière telle qu'elle a été instituée à travers ses normes et ses règles, leur permettent d'échapper à l'impôt. Or, nous avons besoin de dizaines de milliards d'euros, de centaines de milliards d'euros, de millions de milliards d'euros peut-être à l'échelle internationale sur plusieurs dizaines d'années pour faire face à la lutte contre le réchauffement climatique, tant pour transformer nos systèmes économiques tels qu'ils existent que pour s'adapter face aux conséquences inéluctables de ce réchauffement climatique. En se soustrayant à l'impôt, elles grèvent les capacités publiques pour lutter contre le réchauffement climatique et permettre à nos sociétés de s'adapter face au réchauffement climatique. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique de ce point de vue-là. Et je vous rappelle, je me permets de le dire, puisque c'est nous qui l'avons publié et mis dans le débat public, c'est que Total Energy n'a pas payé d'impôts sur les exercices 2019-2020. On n'est pas certain que Total Energy ait payé d'impôts en France sur l'exercice 2021. Et ce qu'il devrait payer sur l'exercice 2022, à la fois en termes d'impôts sur les sociétés et de l'éventuelle taxe sur les superprofits voulue par la Commission européenne, sera complètement résiduelle et relativement anecdotique au regard de la quantité des superprofits qu'elle génère. Ça, c'est, de mon point de vue, de nature à générer de la colère, de l'agacement, un caractère finalement pouvant faire naître de la mobilisation citoyenne, même chez celles et ceux qui ne sont pas nécessairement obnubilés par la lutte contre le réchauffement climatique.
Et au-delà de Total Energy, c'est le cas pour la très grande majorité des entreprises multinationales. Et le fait qu'elles s'exonèrent de payer l'impôt, qu'elles s'exonèrent de participer à la charge collective, doit être un vecteur de construction politique, citoyenne, très large dans la société, de nature à essayer de transformer cette situation-là. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul homme politique qui peut décemment venir devant l'opinion publique et dire c'est très très bien que nos multinationales de l'énergie ne payent pas d'impôts. Ils ont essayé. Et ils ont vu que ça ne fonctionne pas. Dans l'opinion publique, il y a aujourd'hui une très large majorité pour considérer que ces grandes entreprises doivent contribuer à l'effort collectif. Donc nous avons là un levier d'action pour les mois et les années à venir afin d'essayer de changer la donne. Sixième élément, enfin le sixième et septième élément qui sont connectés, c'est que quand on prend leur bilan annuel, non, une remarque anecdotique, j'aurais dû le faire avant, ces entreprises multinationales sont quand même formidables. On sort de 2 années de pandémie, d'une guerre en Ukraine, la situation économique mondiale n'est pas fortement réjouissante, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans une situation difficile, liées à l'inflation, aux incertitudes sur l'avenir, aux crises écologiques, aux crises sociales. Bon, je ne vous fais pas le détail. Donc tout le monde est touché, sauf elle. C'est quand même exceptionnel. Le CAC 40 vient de battre un record cette année. Les records de profit s'accumulent pour l'année 2022. On a là quand même des entreprises qui sont avec une capacité de résilience incroyable au regard de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Donc ceci devrait naturellement nous interroger sur pourquoi elles sont les seules à pouvoir bien s'en sortir dans la période dans laquelle nous sommes. C'est qu'elles ont donc du coup, pour certaines, capté une rente sur laquelle elles sont assises et sur laquelle elles se rémunèrent sans avoir à modifier quoi que ce soit dans leur business plan. Ça, c'est les multinationales de l'énergie. Elles se tournent les pouces et les profits tombent du ciel. Mais c'est le cas plus généralement pour un très grand nombre d'entre elles qui en fait profitent de manière incroyable de cette situation qui se détériore pour la très grande majorité d'entre nous et qui ont, elles, obtenu des capacités d'agir, des droits, un système international constitué qui leur permet en fait de jouer de cela pour tirer bénéfice, y compris des situations de crise. Il y a d'ailleurs un principe relativement simple qui est appliqué à la fois par ce monde de la finance ou de ces grandes entreprises, c'est qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne crise. Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Et elles ont profité de la crise pour augmenter leur rentabilité économique et financière en se délestant des activités qui étaient les moins rentables dans leur groupe et pour étendre leur capacité de pouvoir supporter ces crises économiques. Sixième point et septième point que je vous ai annoncé, c'est que ces grands groupes ont une préférence absolument incroyable pour garantir la rémunération de leurs actionnaires à court et moyen terme. Il peut se passer tout et n'importe quoi, comme une pandémie de Covid, comme une guerre en Ukraine et une crise énergétique, une situation d'inflation absolument considérable. Il y a une chose qui est relativement non négociable, c'est le niveau de rémunération de leurs actionnaires. Et ça, on l'a vu, je peux vous donner quelques données. Ah, ça, c'est sur le bouquin Le pognon de dingue, donc vous pouvez retrouver à la sortie, qu'on a publié l'année dernière avec mon collègue Olivier Petitjean, où on a analysé la façon dont ces grands groupes, notamment, se sont comportés pendant la pandémie. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, et c'est le cas de Total Energy, c'est que la rémunération des actionnaires augmente quand l'entreprise va bien et que ses profits augmentent, et quand elle fait d'énormes pertes, comme c'était le cas en 2020, la rémunération de ses actionnaires est garantie. Ce qui conduit globalement le CAC 40 dans une situation extrêmement compliquée comme celle de 2020 où une grande partie de ces groupes ont fait des pertes, où ont réduit de manière extrêmement considérable leurs profits, d'avoir maintenu la rémunération de leurs actionnaires et d'être finalement emportés dans une situation dans laquelle ils ont versé sur l'année 2020 l'équivalent de 140% de leurs profits aux actionnaires. Vous avez certainement idée,
pour ceux qui sont intéressés par ces questions, qu'une entreprise, elle fait des profits. Donc ça, c'est ce qui lui reste une fois qu'elle a payé toutes ses charges liées à sa production. Et que sur cette base de ces profits-là, elle va en verser une partie à ses actionnaires. Non, les grands groupes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les grands groupes, il y en a plein parmi eux qui garantissent une rémunération à leurs actionnaires et qui vont aller emprunter, qui vont aller utiliser une partie de leur trésorerie, en plus donc, de ce que leur a rapporté l'année considérée, pour rémunérer leurs actionnaires. Et ça, c'est au détriment, c'est mon 7e point, c'est au détriment de l'investissement. Et notamment de l'investissement dans le monde de demain, dans l'économie du monde d'après. Vous en avez entendu plus que parler de cette économie du monde d'après ou de ce monde d'après pendant la pandémie. Globalement, ces grands acteurs, ces grandes multinationales, et c'est le cas de Total Energy, n'ont modifié qu'à la marge leurs investissements sur l'économie du monde de demain. Il n'y en a aucune, à ma connaissance, qui a dit « Très bien, effectivement, notre business plan tel qu'il fonctionnait aujourd'hui nous amène dans l'impasse, on va tout changer ». Aucune ne fait cela. Et peut-être à juste titre, par ailleurs. Si Total Energy... Ah, je reviendrai sur ça après. Et à côté de cela, c'est mon 8e point, c'est que ces grands groupes sont aujourd'hui perçus, c'est pas simplement leur discours de se présenter comme étant partie prenante de la solution aux crises auxquelles nous sommes confrontés, c'est également le discours des pouvoirs publics. Et ça, toute la période de la pandémie a été assez intéressante pour constater cela, et on essaie de le décrire dans le bouquin. C'est que rapidement, après les aides d'urgence qui ont été mises en place pendant la pandémie au début, sont venus le plan de relance, puis les plans d'investissement pour organiser l'économie française dans le futur, notamment le plan France 2030, dont vous vous souvenez peut-être qu'Emmanuel Macron, plan qu'Emmanuel Macron avait présenté en grande pompe à l'automne 2021. Quand vous regardez en détail comment sont pensés ces plans-là pour organiser l'économie du monde de demain, vous voyez qu'en fait, il est fait le pari que ces grands groupes, nos champions nationaux, auxquels il faudrait ajouter le monde des startups, et notamment les startups qui ont réussi, c'est-à-dire les licornes, celles qui sont maintenant valorisées plus d'1 milliard d'euros sur les marchés, sont ces grandes entreprises et ces licornes, donc en gros Total Energy, Doctolib et Blablacar, qui vont organiser l'économie du monde de demain. Et donc c'est en leur faisant confiance, en les soutenant dans leur choix d'investissement, en leur facilitant la vie, que nous allons organiser l'économie du monde de demain. Et donc vous avez des situations complètement hallucinantes de notre point de vue, mais peut-être qu'elles ne le sont pas de leur point de vue, où vous avez les pouvoirs publics qui ont mis près de 800 millions d'euros sur la table pour Total Energy et Stellantis pour construire une usine de construction de batteries dans le nord de la France, à Douvrin. 800 millions d'euros. Il manque combien pour notre système de retraite ? 12 milliards. Juste avec ces 800 millions d'euros, on a trouvé un 12e ou un 14e, un 15e de ce qu'il faudrait. 800 millions d'euros pour créer 2000 emplois. C'est 400 000 euros par emploi. Avec 400 000 euros, on embauche un médecin, un personnel soignant ou non soignant d'un hôpital pour 8 ans. Et dans le même temps, Total Energy fait des super profits, Stellantis fait des super profits. Stellantis a créé son siège aux Pays-Bas, paradis fiscal, tout ça avec le consentement des pouvoirs publics. Et les deux payent très très peu d'impôts sur le territoire national. Donc c'était mon 8e point, c'était pour dire, mais ça c'est ce qu'on a largement montré dans le bouquin, c'est qu'il y a une capture des aides publiques aux entreprises par ces grands groupes. Donc en plus du fait qu'ils sont à l'origine d'une partie relativement importante du réchauffement climatique, qui ne payent pas d'impôts, qui ne participent pas à l'effort collectif, que les engagements qu'ils ont pris volontairement et individuellement ne permettent pas de changer la donne, ils récupèrent une part conséquente de l'argent public qui est mis sur la table
pour financer des activités qu'ils sont les seuls à avoir décidé comme étant prioritaires pour les années à venir, et que c'est là-dessus, donc, du coup, que nous construisons nos politiques publiques. À grande échelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, les aides publiques aux entreprises, alors dans les aides publiques aux entreprises, il y a également toutes les aides publiques pour les petites entreprises. Je ne sais pas discriminer entre les deux. Je ne sais pas dire quelle part va aux petites entreprises, quelle part va aux grandes entreprises, parce que ces informations-là ne sont pas publiques. Il y a un manque de transparence totale. Mais une grande partie vont aux grands groupes. Une grande partie des aides publiques ont été captées, que ce soit le CICE, que ce soit le crédit impôt recherche, par des grands groupes, notamment qui n'en avaient pas nécessairement besoin. Ça a été le cas également pendant la pandémie. C'est le cas aujourd'hui dans les politiques d'investissement pour organiser l'économie du monde d'après ou l'économie de la France 2030. Et donc ces grands groupes captent une partie de ces aides alors qu'elles n'en ont pas besoin, alors qu'elles ont décidé elles-mêmes toutes seules quels étaient ces choix d'investissement massifs pour l'avenir. Et donc du coup font le pari, et avec quels nos pouvoirs publics, que notre économie du monde de demain, c'est une économie basée sur l'hydrogène, c'est une économie qui est basée sur l'électrification totale de l'ensemble de notre société et de notre économie, sans s'interroger même sur le fait que peut-être qu'il faut moins produire de bagnoles, qu'il faut changer nos façons d'organiser la mobilité, nos façons d'habiter, nos façons de travailler. Toutes ces questions-là sont mises de côté. Et quand vous prenez la question du point de vue du monde agricole, par exemple, donc là, c'est le plan France 2030, vous avez peut-être idée qu'un des enjeux du monde agricole des années à venir, c'est d'installer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de paysans pour faire face à la fois au fait que vous avez plus de 50% d'une profession qui va partir à la retraite et au fait qu'il faut développer notre système agricole de manière moins intensive. Non, le plan France 2030, l'avenir agricole, c'est robotique, numérique, génétique. Donc toutes les aides du plan France 2030 sur la question agricole vont à des groupes, start-up, licornes ou grands groupes, dont la perspective est de développer du numérique, de la génétique ou de la robotique pour le monde agricole. Donc c'est basé sur cette idée que notre économie de demain va se faire sur la base de ruptures technologiques, d'innovation, qui vont permettre de résoudre les difficultés dans lesquelles nous sommes. Et ce sont ces groupes-là, dont on a énoncé toute une série d'éléments qui les caractérisent, qui vont nous y conduire. C'est une politique industrielle, donc, qui en fait ne mène aucune politique en tant que telle, puisque tout repose sur les choix qui sont faits par ces grands groupes. Donc tout ce qu'on nous raconte sur il faut relocaliser, il faut réindustrialiser le pays, il faut faire en sorte qu'on produise moins, qu'on dépende moins des chaînes d'acheminement internationales, mais qu'on produise plus sur le territoire national, et qu'on s'assure et qu'on sécurise les productions sur le territoire national. Tout cela est un discours qui ne se reflète absolument pas dans les choix économiques et dans les choix des aides qui ont été mis sur la table depuis ces dernières années. Vous avez peut-être, si je veux dire un mot là-dessus quand même, c'est incroyable. Est-ce que vous avez entendu parler de l'ATCOR ? De l'ATCOR. Donc c'est une entreprise, de l'aviation, de notre industrie aéronautique, plutôt basée à Toulouse et dans la région de Toulouse, qui est ce qu'on appelle un fournisseur d'ordre 1 de nos grands avionneurs, donc d'Airbus. L'ATCOR vient de décider de délocaliser en République tchèque et au Mexique une usine qu'ils ont ouverte en grande pompe il y a 5 ans aux portes de Toulouse, qui a été financée par de l'argent public pour construire notre industrie aéronautique du futur. On leur a filé un terrain quasiment gratos, enfin pas cher. On les a aidés avec des aides européennes, des aides nationales, des aides régionales pour développer l'industrie, l'usine. Et aujourd'hui, ils décident de délocaliser. Vous allez me dire, c'est pas grave, les pouvoirs publics vont récupérer l'argent. Non. On n'a pas les outils pour récupérer l'argent. On pourra rentrer dans les détails si vous le voulez. C'est un scandale monumental. Et ce n'est pas le premier. L'année dernière, c'était Vallourec. L'année d'avant, c'était Ford. L'année d'avant, c'était Goodyear, Whirlpool. Et on peut remonter comme ça jusqu'à Michelin. Il y en a quasiment 1 ou 2 par an sur les 25 dernières années. Et cela n'est pas transformé. Bon, plus d'infos là aussi dans le bouquin, dans des publications. Hein, bon, bref. Dernier élément. Sur ces aides publiques, un petit mot avec l'actualité quand même.
Parce que bon, on est en train de mettre le pays à feu et à sang parce qu'il manquerait 12 milliards d'euros pour financer notre système de retraite. C'est écrit ici ou pas? C'est écrit peut-être là. « 12 milliards d'euros sur un système de retraite qui mobilise 340 milliards d'euros par an, c'est 3% qui nous manquerait potentiellement dans les prochaines années. Un équivalent, c'est vous qui allez à votre boulangerie, vous faites votre fond de poche pour trouver les 90 centimes pour votre baguette, il vous manque 3 centimes. Vous avez plusieurs options. Vous braquez tous les commerçants du quartier pour trouver 3 centimes. C'est ce qu'ils font avec la réforme des retraites. Vous vous dites, bon, je vais aller chercher 3 centimes, ou à la limite, je demande à mon voisin de trouver 3 centimes. Ça ne mérite pas ce qui est en train de se passer sur les retraites. Autre élément. On nous a asséné depuis 25 ans que ce qui grevait les finances publiques était l'explosion des dépenses sociales, était l'explosion de celles et ceux qui seraient assistés par les pouvoirs publics et qui, du coup, coûteraient un pognon de dingue. Ce fameux pognon de dingue, ou qui, du coup, contreviendrait à la capacité d'investir pour les pouvoirs publics dans nos services publics. C'est cet argent magique qui ne serait pas disponible pour les hôpitaux. 2 citations d'Emmanuel Macron. Nous avons regardé cela à travers notre travail sur les aides publiques au secteur privé pendant la pandémie. Nous avons regardé sur une plus longue période et sur les 20 dernières années. Quand vous prenez sur 20 ans, ce qui explose, ce ne sont pas les aides sociales. Ce sont les aides publiques aux entreprises. Elles représentaient 50 à 60 milliards d'euros en 2005. Nous étions à 140 milliards en 2018. Je vous passe les détails pour trouver ces chiffres, c'est complètement hallucinant et non transparent. Nous en sommes à 210 milliards au lendemain de la pandémie. Ça augmente sur la période 2005, 2018, 2019 de 7% par an, de 7,2% par an. Je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas beaucoup de données économiques qui grandissent de 7,2% par an. Le PIB, 5 fois moins. Les aides sociales, 3 fois moins. Votre salaire, je garantis que c'était moins. Le SMIC, c'était bien moins. Les aides sociales, je veux dire les minima sociaux que les gens touchent, bien moins. Ce qui aujourd'hui grève les finances publiques, ce qui aujourd'hui grève notre capacité à investir dans l'économie du monde de demain, ce qui grève notre capacité à investir dans les services publics, ce sont ces aides publiques aux entreprises. Si nous avions réellement besoin de 12 milliards d'euros supplémentaires pour notre système des retraites, il suffit de baisser de 3 à 4% les aides publiques aux entreprises et ces 12 milliards-là, ils peuvent être mobilisés. J'arrête là sur cette question, sinon je vais repartir dans 1 heure de conférence pour vous faire tout le bouquin. Mais grosso modo, ces aides publiques aux entreprises, par ailleurs, nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il faut qu'elles s'arrêtent immédiatement. Nous avons au contraire là un puissant levier pour intervenir dans les choix décisionnels du service privé, des entreprises privées. Bien souvent, vous avez entendu dire, notamment depuis Lionel Jospin, face au cas Michelin, l'État ne peut pas tout. On nous a expliqué qu'en fait l'État, les pouvoirs publics n'avaient pas de capacité, de levier d'action pour imposer aux entreprises privées, au secteur privé, des choix qui ne sont pas les leurs. Ceci est la manifestation contraire de ce discours-là qui nous a asséné depuis de trop nombreuses années. Nous avons un moyen et un levier considérable dans notre main, dans la main des pouvoirs publics tout du moins, pour tenter d'imposer au secteur privé des choix qui ne sont pas les leurs. Si nous conditionnons l'ensemble de ces aides publiques, 140 milliards en 2019, 210 milliards aujourd'hui, à la transition écologique, à l'urgence climatique, au respect des lois existantes. Vous savez que parmi ces groupes-là qui touchent de l'argent public, une très grande majorité ne respecte pas les lois d'égalité femmes-hommes qui existent dans notre pays. Ils ne respectent pas les lois, mais ils ont le droit de toucher à l'argent public. Si un chômeur ne se déclare pas en fin de mois précisément comme c'est prévu, ses allocations sur chômage, elles sautent. Et de la même manière pour toutes les aides sociales. Donc vous avez des devoirs lorsque vous voulez avoir accès à des aides sociales. Ces devoirs-là n'existent pas quand vous voulez avoir accès à des aides pour les entreprises privées. Il ne faut pas voir ça comme uniquement un problème, il faut le voir comme un levier. Si nous conditionnons l'ensemble de ces aides au fait que les entreprises prennent des engagements contraignants et donc sanctionnables,
sur le fait qu'elles vont maintenir leurs activités pendant X années, qu'elles vont créer des emplois sur Y activités, qu'elles vont respecter les lois d'égalité femmes-hommes, qu'elles vont en profiter pour transformer leur appareil productif pour le rendre compatible avec les enjeux climatiques et de protection de l'environnement. Nous avons là un levier massif pour transformer notre système économique. Bien entendu, il y a quelques multinationales qui ne vont pas accepter cela. Le jour où vous dites à Patrick Pouyanné et à Total Energy, si tu veux toucher de l'argent public, tu désinvestis des énergies fossiles, il ne va pas être d'accord. Ça, il faudra le régler différemment. Mais pour une Total Energy, ou peut-être 10, ou peut-être les 40 du CAC 40 qui ne voudront pas, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui seront ravies d'avoir un accès facilité éventuellement à des aides publiques pour investir dans l'économie du monde de demain. Et c'est un levier absolument gigantesque que nous avons aujourd'hui à la disposition des pouvoirs publics, si ces pouvoirs publics s'en donnent les moyens, s'en donnent la possibilité. J'ai digressé. Et j'ai fait trop long là du coup. J'ai un dernier point. Sur cette question multinationale urgence climatique, y compris parce que c'est une question qui a été posée sur cette question, l'OMC, l'arbitrage, tout ça. Et c'est de manière à faire la boucle avec le début, quand je disais que ces grandes entreprises étaient les grandes gagnantes de la façon dont on a organisé l'économie mondiale depuis maintenant 30 ans. Si vous êtes venu à Prime Vert, c'est peut-être pour suivre des conférences comme cela, un peu générales, globales, sans nécessairement avoir une dimension immédiatement concrète dans ce que vous allez pouvoir faire dès ce soir ou dès demain dans votre activité quotidienne pour changer le monde dans lequel vous vivez. Et donc, vous venez à Prime Vert, peut-être, en tout cas, il y a plein d'exposants à Prime Vert qui nous expliquent, à juste titre, qu'en faisant cela, en faisant cela, on va pouvoir, si ces initiatives, si ces alternatives concrètes essaiment et se généralisent, changer beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est vrai. Et c'est intéressant. Et ça nous permet de vivre mieux. Mieux consommer, mieux habiter, mieux se déplacer. Des liens plus que des biens. Enfin, vous prenez tout ce que vous voulez, tous les slogans que vous allez entendre ou que vous connaissez, et avec des alternatives réelles derrière, qui permettent effectivement de vivre mieux et de supporter, y compris le monde dans lequel nous vivons. Et peut-être demain de transformer concrètement ce monde dans lequel nous sommes. Et je partage ça totalement. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'entre les engagements individuels, les alternatives concrètes, collectives, territoriales sur le terrain et les grandes batailles contre cette mondialisation telle qu'elle existe, devaient être connectés, se renforcer. On devait tisser des passerelles entre les deux plutôt que les opposer. J'ai jamais supporté ceux de mon camp qui ont dit de manière assez désobligeante envers celles et ceux qui essayaient de transformer leur quotidien, que ça ne servait à rien parce que de toute façon c'était le capitalisme qu'il fallait abattre. Et réciproquement, celles et ceux qui, parce que peut-être ils ne voyaient pas les moyens de transformer le système global, disant que la seule alternative c'était d'abord se transformer eux-mêmes ou d'abord de transformer le quartier dans lequel ils vivaient. Voilà. Cette opposition-là, elle est dramatique pour notre avenir collectif. Nous avons besoin de faire des deux, et à la fois le mouvement ouvrier dans son histoire, mais également et surtout le mouvement féministe, nous ont appris qu'il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas cette séparation à faire entre les transformations individuelles ou collectives à petite échelle et les transformations plus globales. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a quand même un petit problème dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutes et tout ce que nous sommes, nous pouvons mettre toute l'énergie que nous voulons dans ces alternatives individuelles, dans ces expérimentations concrètes, y compris en lien avec des pouvoirs publics bien intentionnés qui voudraient effectivement transformer la donne. Que se passe-t-il en cette année 2023 ? L'Union européenne est en train de négocier un nouvel accord de libre-échange avec le Chili, est en train de finaliser un nouvel accord de libre-échange avec le Mexique, veut relancer et ressusciter un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, est en train de négocier un accord de libre-échange avec l'Inde, veut finaliser celui qui est déjà bien préparé avec la Nouvelle-Zélande, veut éventuellement demain renégocier des accords de ce type, peut-être plus sectoriels et pas général, avec les États-Unis d'un côté, avec la Chine de l'autre.
et plus globalement avec toute une série de pays dans le Sud pour sécuriser son accès aux matières premières, et notamment les matières premières dont nous avons besoin pour électrifier notre économie nationale ou économie européenne. Ce qui veut dire lithium, ce qui veut dire l'ensemble cuivre et tout cela. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est en cours. C'est en cours. Et du coup, ça nous pose quand même un défi relativement considérable. Y compris parce que ce sont les multinationales dont nous avons parlé qui vont être celles qui vont profiter de ces accords à venir. Ça nous pose un défi considérable parce que donc du coup, ça met à mal l'ensemble de ce que nous pouvons porter individuellement et collectivement dans nos alternatives concrètes, dans une expérience que nous menons. Pour prendre un seul sujet, la question des matières premières, vous avez certainement entendu depuis quelques mois cette idée que si on voulait vraiment une politique de lutte contre le réchauffement climatique en Europe, eh bien, il allait falloir réouvrir un certain nombre de mines en Europe et qu'il valait mieux extraire du lithium sur le territoire européen que l'extraire dans d'autres pays où les règles environnementales seraient moins élevées et donc du coup plus sujettes à des conséquences vraiment problématiques du point de vue environnemental. C'est le même discours qui est tenu aujourd'hui pour nous expliquer qu'il faut un accord de libre-échange avec le Chili ou avec le Mercosur ou avec le Mexique. Donc la même idée, la transition écologique, l'électrification de nos modes de vie justifie à la fois l'exploitation ou la réouverture de mines sur le territoire européen et la signature de nouveaux accords de libre-échange pour sécuriser l'importation de lithium venu du Chili. Dans cet accord avec le Chili, il y a aussi l'idée qu'il faut empêcher le Chili de conserver la plus-value de l'extraction de ces ressources-là sur le territoire chilien. Donc l'Union européenne veut se sécuriser son accès sans que le Chili développe ses propres capacités productives autour de la production de batteries électriques, parce que ce qui compte, c'est de faire les batteries électriques sur le territoire national. On nous avait promis à travers la pandémie, on nous avait promis à travers ces dernières années que c'était fini, cette mondialisation aveugle, cette idée qu'il fallait toujours aller chercher plus loin ce que nous avions déjà produit sur le territoire national et tout cela, ou européen. Manifestement, la Commission européenne ne l'entend pas de cette oreille et ces nouveaux accords-là sont dans les tuyaux. La question donc qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes en mesure collectivement, à la fois de batailler sur des alternatives concrètes et d'empêcher donc du coup que ces accords voient le jour dans l'année à venir et qu'on soit en mesure d'œuvrer véritablement pour une relocalisation écologique et solidaire de notre système productif, le tout sans donner les clés du camion aux entreprises multinationales. Vous allez me dire, waouh, là c'est bon, on touche plus terre, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que nous venons de gagner une bataille absolument fondamentale dans cette lutte contre l'expansion de la mondialisation et des droits acquis pour les entreprises multinationales et notamment dans le secteur de l'énergie. Cette bataille, nous l'avons menée ces dernières années sur un traité extrêmement particulier qui s'appelle le traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité qui a permis à toute une série d'entreprises de l'énergie de poursuivre des pouvoirs publics lorsque les pouvoirs publics prenaient des mesures de lutte contre le réchauffement climatique ou de restriction à l'exploitation des énergies fossiles. C'est notamment le cas le plus emblématique sans doute, les Pays-Bas qui, suite à une mobilisation citoyenne d'ampleur, décident de fermer des centrales à charbon. Mobilisation d'ampleur qui avait donné une décision de justice dans le cas du nom d'une ONG hollandaise Urgenwald contre les pouvoirs publics hollandais et qui ont imposé aux pouvoirs publics hollandais de mettre en place des politiques de lutte contre le réchauffement climatique bien plus efficaces. Pour cela, ils ont décidé de fermer des centrales au charbon. Des propriétaires de ces centrales au charbon, notamment de multinationales allemandes, ont décidé de poursuivre les Pays-Bas devant un tribunal d'arbitrage. Elles allaient gagner, là, probablement. Dans bien d'autres cas, ces entreprises ont gagné. Nous avons mené campagne depuis de nombreuses années maintenant pour dire qu'il fallait mettre fin au traité sur la charte de l'énergie. Au départ, l'Union européenne a dit non, 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 on va juste moderniser ce traité sur la charte de l'énergie. 3 ans plus tard, il y a 7 pays majeurs en Europe qui ont pris l'engagement de se retirer de ce traité-là.
et la Commission européenne vient de publier la semaine dernière nouvelle proposition. Proposition numéro 1, se retirer du traité de la Charte de l'énergie. Proposition numéro 2, se retirer de la traité de la Charte de l'énergie avec quelques autres options. Troisième option, se retirer du traité de la Charte de l'énergie et laisser les pays européens qui ne veulent pas s'en retirer membres du traité sur la Charte de l'énergie. Papier de la Commission européenne qui dit il n'y a pas d'autre option que de se retirer du traité sur la Charte de l'énergie. Il y a 2 mois encore, la Commission européenne ne voulait pas entendre parler de cette proposition-là. Nous avons gagné. Nous avons gagné sur un sujet extrêmement compliqué. Nous avons gagné sur un sujet sur lequel nous ne pensions pas gagner. Nous avons gagné sur cette idée que, effectivement, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il faut commencer à détricoter les règles qui organisent l'économie mondiale et qui l'ont organisée depuis ces dernières années. Et notamment qu'il faut revenir sur les droits acquis par ces entreprises multinationales, par ces investisseurs étrangers, et qui leur permettent de faire ce qu'elles veulent à l'échelle internationale et de se prémunir contre les politiques et décisions des pouvoirs publics. Nous avons obtenu une victoire majeure. Une brèche est ouverte. Réellement, une brèche est ouverte. Par cette victoire-là, nous montrons que la mondialisation telle qu'elle existait, telle qu'elle existe encore, n'est pas soutenable, y compris parce qu'elle limite considérablement le droit à réguler, la capacité à réguler des pouvoirs publics. La question qui nous est posée, c'est est-ce que de cette brèche-là, nous en faisons un boulevard et nous sommes en mesure d'impacter l'ensemble des autres accords existants ou de nouveaux accords qu'ils veulent mettre sur la table, ou est-ce que, parce que tout cela nous apparaît trop loin et trop éloigné de notre quotidien, nous ne nous en servons pas? Moi, bien entendu, je préconise la première chose, mais donc du coup, après cette conférence trop longue, où je vous ai parlé trop longtemps et où je ne suis pas revenu de manière systématique aux questions que vous avez posées au départ, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut faire bouger des lignes, et des lignes compliquées à bouger, comme celle sur le traité sur la Charte de l'énergie. Il y a 5 ans, 6 ans, personne ne connaissait ce traité-là, et on était une poignée à en parler, et vous nous auriez demandé il y a 5 ou 6 ans, est-ce qu'il est envisageable que dans 5 ou 6 ans, l'Union européenne décide, que la Commission européenne propose un retrait collectif de l'ensemble des pays de ce traité-là? Aucun de nous n'aurait mis sa main à couper pour dire qu'on était en mesure d'y parvenir. On vient de le faire. Donc voilà, on peut faire beaucoup, on peut changer beaucoup de choses, mais tout l'enjeu, donc du coup, c'est de savoir comment on articule les enjeux quotidiens des gens, les enjeux quotidiens pour transformer nos modes de vie, avec ces grandes batailles qui, si nous les emportons, vont réouvrir des brèches plus importantes pour mener des politiques publiques différentes et qui permettent de changer la donne véritablement. Merci à vous. Bien, je vais passer le micro dans la salle. J'aurais une petite question. Compte tenu du pouvoir des multinationales qui sont bien au-dessus des États, et vu leur pouvoir attractif vis-à-vis des politiques et des hauts fonctionnaires de chaque pays, est-ce qu'on peut vraiment espérer qu'ils vont travailler pour la population et non pas pour leur futur emploi une fois qu'ils auront été virés? Je ne sais pas bien répondre à cette question. Il y a une question très compliquée qui se pose pour ces acteurs multinationaux. Si vous prenez le cas de Total Energy, je vous ai dit que si on conditionnait les aides pour Total Energy allait dire vous êtes gentil, mais nous on n'a pas besoin de vous, on se démène tout seul et on va continuer à exploiter jusqu'à la dernière goutte de pétrole et de gaz. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit de ces dernières années. Une fois qu'ils ont parlé des énergies renouvelables, le paragraphe suivant, c'est de dire que de toute façon, ils vont continuer à investir massivement dans les énergies fossiles. Et donc la question qui nous est posée aujourd'hui vis-à-vis de ces multinationales, c'est quels sont les outils pour les ramener à la raison. On l'a vu, les chartes d'engagement volontaire, le fait de parier sur le fait qu'ils vont se changer eux-mêmes, c'est assez inefficace. Les outils classiques de la politique publique sont globalement la taxe, l'incitation et la réglementation. Le problème de la taxe, que vous taxiez les super profits, que vous taxiez le chiffre d'affaires, que vous taxiez ce qui a été produit, c'est que vous n'agissez pas sur les quantités. Notre problème vis-à-vis de Total Energy, il est double. Nous avons besoin qu'une partie des super profits qu'ils réalisent puisse être récupérée par les pouvoirs publics pour mener des politiques alternatives. Mais nous avons aussi besoin de penser
ou de leur imposer de réduire leur production de pétrole et de gaz. Et ça, la taxe, voire même la réglementation, ne permettent pas nécessairement cela. On pourrait discuter sur la réglementation, mais nécessairement, la question de la réglementation pose des questions et des enjeux au niveau international. C'est-à-dire que vous n'interdisez pas à Total Energy d'exploiter en Afrique par une réglementation française, où c'est extrêmement compliqué et extrêmement limitatif. Face à cela, l'histoire des politiques publiques, tant du point de vue de l'économie que du point de vue du droit, du juridique, ont construit des outils face au pouvoir des trusts, des pouvoirs de ces grandes multinationales. Je ne vais pas faire très long là-dessus, mais globalement, le pouvoir les outils qu'on s'est donnés, notamment au XXe siècle, sont des outils pour faire revivre la concurrence ou pour satisfaire le bien-être des consommateurs, qui seraient remis en cause, non pas par la globalité de l'action de la multinationale, mais par le fait qu'elle a pris une position dominante sur les marchés qui empêcherait la concurrence. Et que ceci serait donc du coup inefficace du point de vue économique, du point de vue du bien-être des consommateurs. Il y a plusieurs écoles là-dedans, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, les politiques antitrust sur lesquelles il y a un historique, et donc légitimité à agir, ne sont pas de nature à nous aider à régler le problème de Total Energy et des autres, qui consiste à dire que ces grands groupes doivent passer d'une exploitation sans limite du pétrole et du gaz à une exploitation en réduction de ce pétrole et de ce gaz. Donc les politiques antitrust ne nous donnent pas d'outils. Autre outil que nous avons mobilisé collectivement, quand je dis nous, c'est pas voilà, que nos prédécesseurs ont utilisé, notamment en France, c'est la nationalisation. C'est la nationalisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour sanctionner les groupes économiques qui ont notamment pactisé avec l'ennemi. D'une certaine manière, on pourrait se dire aujourd'hui que Total Energy pactise avec l'ennemi du réchauffement climatique, ou ce sont les politiques de nationalisation des années 81 qui ont conduit à dire que la politique économique et industrielle du pays sera plus aisément pilotable si ces grands groupes sont publics plutôt que privés. Quand on regarde et quand on cherche à tirer des enseignements de ces expériences historiques, elles n'ont pas permis, bien au contraire, de déconstruire le pouvoir de ces entreprises qui ont été nationalisées. Au contraire, les pouvoirs publics ont cherché à les faire grossir, à leur donner plus de capacité à agir, plus d'importance, plus de pouvoir dans l'économie du pays. Donc là aussi, j'imagine que ça peut être discuté, mais la nationalisation, en tout cas telle qu'elle a été pratiquée dans des expériences historiques, ne permet pas nécessairement aujourd'hui de répondre à la question qui nous est posée avec Total Energy. Y compris parce que nationaliser une entreprise qui a des filiales dans le monde entier, c'est une question un petit peu plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 30 ans. 40 ans même pour 81. Qu'est-ce qui nous reste ? Malheureusement, pas grand-chose. Malheureusement, pas grand-chose. Et donc le défi est gigantesque. Parce qu'il ne suffit pas de se convaincre ici dans la salle qu'effectivement il faut démanteler le pouvoir de nuisance de Total Energy, mais il va falloir convaincre à l'extérieur. Convaincre à l'extérieur où la prise en compte du réchauffement climatique est, on va dire, plus importante qu'il y a quelques années, mais pas non plus aujourd'hui au cœur de l'ensemble en tout cas des décisions qui peuvent être prises. Et donc du coup, aller vers l'opinion publique en disant en fait, face au réchauffement climatique, il faut démanteler Total Energy, on peut faire ça. Moi, je ne me pose pas de souci d'être minoritaire. À un moment donné, j'aime bien essayer d'être entendu, compris, de pouvoir discuter. On manque aujourd'hui d'un vrai travail collectif pour expliquer et justifier cela, et le fonder, y compris d'un point de vue, et légitimer cette proposition-là. Et pas simplement le légitimer sous forme d'un slogan, mais le légitimer sous forme de capacité à agir, de nouveaux instruments de politique économique, de nouveaux instruments pour finalement décider d'intervenir
dans des choix d'une entreprise privée. Donc en fait, avoir une immixtion publique et citoyenne dans des choix foncièrement privés d'une entreprise qui aujourd'hui se vit absolument pas comme étant remise en cause dans ses fondements légitimes à exister. Nous avons peut-être, c'est un travail qu'on est en train de mener, je vous en donne quelques pistes. Nous avons peut-être une possibilité qui est de nous inspirer de ce qui existe en matière de réglementation financière. Si les banques et le secteur financier sont aujourd'hui réglementés de telle façon, qui sont toute une série de réglementations qui touchent le secteur bancaire, le secteur financier, sont justifiées par le fait qu'elles sont trop grosses pour faire faillite. Et que donc du coup elles font peser un risque systémique à l'ensemble de l'économie du pays ou à l'ensemble de l'économie internationale. Donc une des pistes sur lesquelles on travaille, ce serait d'essayer de fonder un principe un peu de même nature qui viendrait donc du coup justifier des politiques complètement nouvelles et totalement différentes, qui consisteraient à dire que ces grands groupes de l'énergie, parce qu'ils ne peuvent pas se transformer eux-mêmes, nous font courir un risque systémique. Et parce qu'elles nous font courir un risque systémique, les pouvoirs publics ont pas simplement intérêt à agir, mais ont un impératif moral, politique, à intervenir et ne pas laisser ces grands groupes décider eux seuls de notre avenir énergétique. On aurait dû faire ce travail il y a 30 ans, sincèrement. Donc on est très en retard. Mais c'est, de mon point de vue, la seule piste que nous avons sur la table de manière un peu aujourd'hui conséquente face à la situation dans laquelle nous sommes. Je vais vous expliquer juste, je prends encore une minute, je ne sais pas, bon bref, vous me direz à la fin peut-être que c'était pas bien organisé cette conférence, mais juste pour vous faire comprendre pourquoi Total Energy ne peut pas changer. Nous avons eu des cas de groupes, notamment Shell, qui sur les dernières 20 dernières années ont dû se présenter devant leur assemblée générale en annonçant que les réserves de gaz et de pétrole qu'ils avaient prévu d'exploiter dans les années à venir, en fait, ils ne pourraient pas en exploiter autant. Et que notamment, ils devaient donc annoncer des réserves de 10% inférieures à celles qu'ils avaient annoncées les années précédentes. Tout de suite, en faisant cela, parce que la valorisation boursière de ces groupes énergétiques est basée pas simplement sur leurs résultats de l'année précédente, mais également sur les annonces de quantité de gaz et de pétrole qu'ils vont pouvoir exploiter dans les années futures, la valorisation boursière de ces groupes s'est effondrée, a perdu en général 50% de l'équivalent de ce qu'ils ont annoncé comme baisse de réserve prouvée. Imaginez si Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, au lendemain de la COP de Paris, était venu devant l'opinion publique et ses actionnaires en disant « Ok, j'ai compris ce qu'est l'accord de Paris, c'est 2 degrés ou 1,5 degré. Ça, je sais le traduire en termes d'émissions de gaz à effet de serre maximum. C'est notre budget carbone qu'on ne doit pas dépasser d'ici 2030-2050. Et ça, je sais aussi le traduire en termes de quantité maximale de pétrole et de gaz que nous pouvons exploiter et faire ressortir des entrailles de la Terre. Il faut en laisser 80% dans le sol. Donc je prends cet objectif-là au mot et je dis et j'annonce à mes actionnaires, j'annonce à l'opinion publique que Total Energy va laisser 80% de ses réserves prouvées qu'elle prévoyait d'exploiter dans les années à venir dans le sol. S'il avait fait cela, la valorisation boursière de Total Energy aurait implosé dans les secondes suivantes. Il y aurait eu un krach boursier sur la place de Paris et sans doute une crise financière non négligeable, en tout cas un moment non négligeable à gérer du point de vue de l'ensemble des pouvoirs publics, des régulateurs financiers et tout cela. Bon, rassurez-vous, il n'a pas fait ça, il n'a aucune intention de le faire, donc ce n'est pas ce qu'on risque. Mais c'est strictement impossible, de son propre point de vue, de faire cela. Et il est même strictement impossible pour lui d'annoncer qu'il va faire décroître de 3 à 5% son exploration ou son exploitation de ressources pétrolières et gazières dans les années à venir, et c'est pourtant ça dont on a besoin. Il n'y a pas d'alternative à ce que les pouvoirs publics s'immiscent
dans les choix décisionnels de Total Energy et prennent des décisions pour tenter de limiter au maximum les impacts négatifs, tant d'un point de vue économique et financier, mais également sociaux, qui vont aller de pair avec ces prises de décision. Et cela, ça passe nécessairement par de nouveaux outils publics. Et je vous ai dit que la nationalisation version gauche classique du XXe siècle, ce n'est pas totalement fonctionnel. Donc est-ce qu'il faut la transformer? Est-ce qu'il faut la revoir? Qu'est-ce que ça veut dire démanteler? Est-ce qu'il faut séparer les entités de Total Energy? Est-ce qu'il faut les... Tout ça, c'est des options qui sont sur la table, mais c'est de cela, aujourd'hui, dont nous aurions besoin de discuter collectivement pour définir effectivement un plan d'action pour neutraliser le pouvoir nocif que ces grands groupes représentent pour notre avenir collectif à tous. Oui, en fait, j'ai deux questions, je suis désolé, mais la première, c'est concerne le traité sur la charte de l'énergie. Est-ce que ça serait arrivé s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on aurait réussi à renégocier, ou en tout cas cette attitude sans la guerre en Ukraine? Première question. Et la deuxième, c'est toutes les entreprises qui bénéficient des aides gouvernementales là, que vous avez bien décrites, en fait, elles utilisent abondamment l'argument de l'emploi, en disant que, enfin, c'est même un chantage à l'emploi. Comment aller contre ça? Parce que, en fait, j'imagine que quand on creuse, il n'y a pas tant d'emplois que ça qui sont liés à ces torrents d'argent qui sont déversés. Alors, si vous partez, il y a 2 bons bouquins à la sortie, en plus de celui de Sandrine Rousseau. Et donc voilà, donc je sais que je dis ça parce que comme il y en a beaucoup, donc allez-y. Première question, le traité de la charte de l'énergie, est-ce qu'on l'aurait bloqué même sans la guerre en Ukraine? Moi, j'ai toujours du mal à répondre à ces questions-là parce que c'est en fait parler de quelque chose qui ne s'est pas passé, donc je ne sais pas dire, mais je pense que oui. Parce que notre campagne, les contradictions qu'on a attisées, je ne vais pas faire très très long parce que c'est tout de suite technique, mais les contradictions qu'on a attisées au sein de l'Union européenne, entre les pays européens et tout cela, on a fait naître cette campagne-là indépendamment, et ces résultats sont relativement indépendants de la guerre en Ukraine. Voilà. Deuxième question, le chantage à l'emploi de ces grands groupes. D'abord, je vous donne un chiffre. C'est où? Ah, il n'y a pas les... Ah mince. Pardon. Quand on prend le CAC 40, 60 000 emplois supprimés en 2020 par le CAC 40, dont 30 000 en France. Et le CAC 40 a de nouveau supprimé 17 000 emplois en France en 2021. Ça, c'est pris globalement. Vous avez certainement entendu Bruno Le Maire vous dire « Arrêtez de critiquer les très bons résultats de nos grands groupes, parce que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et sont les emplois d'après-demain. » Salut. Vous entendez ce que... Nous, ce qu'on a vu à travers la pandémie, c'est plutôt autre chose. C'est le principe ne jamais gâcher une bonne crise. Donc ces grands groupes, en 2020, se sont assurés de supprimer les activités qui étaient les moins rentables dans leur groupe, même celles qui l'étaient un peu. C'est-à-dire pas nécessairement des activités qui étaient en faillite, mais ils ont supprimé ou revendu ou supprimé des emplois dans des filiales qui étaient moins rentables. Donc du coup, ils ont fait augmenter leur rentabilité économique et financière moyenne dans chacun de leurs groupes. Et ce sont, parce qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise, ces choix décisionnels qui ont généré les profits notamment de 2021 et les dividendes exceptionnels de 2022. Donc nous, on a une toute autre histoire que celle qui raconte. Et relativement à la question donc, du coup, plus spécifique des aides publiques qui seraient de nature donc, du coup, à développer des activités, notamment pour le cas de Stellantis et Total Energy, leur méga gigafactory, puisque maintenant on ne parle plus d'usine, on parle de gigafactory de batteries électriques à Douvrin dans le nord de la France. Ils disent effectivement créer des emplois. 800 millions d'euros pour 2000 emplois, ça fait quand même 400 000 euros d'aide publique par emploi. Moi, 400 000 euros d'aide publique par emploi, je veux bien, j'ai quelques idées d'activités qu'on pourrait développer.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pourquoi pas. Mais alors, dans ce cas-là, il y a des conditions extrêmement strictes au fait que vous créez des emplois. Ces emplois ne doivent pas être supprimés à avant tel enfin, ils doivent, voilà. Il y a toute une série de conditionnalités sur le maintien de l'emploi, sur le maintien de l'activité, qui aujourd'hui ne sont pas là. Et si vous ne satisfaisez pas ces conditions-là, eh bien, vous devrez rendre les aides publiques qui vous ont été octroyées quelques années auparavant. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, suite à la multiplication de ces scandales au cours des 20 dernières années, ont mis en place ce qui s'appelle la loi Florange, dont vous avez peut-être entendu parler, sous le quinquennat de François Hollande. Cette loi Florange, elle ne permet pas, de manière systématique, aux pouvoirs publics de réclamer les aides publiques que ces groupes ont touchées pour développer leurs activités, leurs usines ou je ne sais quoi, parce que les conditions pour récupérer cet argent public sont tellement strictes qu'en fait elles sont généralement inapplicables. Donc du coup les pouvoirs publics, en plus donc de... oui, j'aime bien dire ça en général parce que souvent on me pose la question, mais pourquoi les pouvoirs publics font cela? Eh bien en fait ils ont construit leur impuissance, mais cette impuissance elle est construite, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire différemment. Et que les propositions visant à faire différemment, elles sont sur la table depuis des années. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Là, il y a une question. 3 questions. D'accord. Ah, je parle trop. Vous l'avez dit. Oui, j'avais juste une question. Du coup, on a parlé de la France, de l'Europe, pour ces grands groupes, etc., du modèle économique qu'on applique pour leur donner des aides, etc. Est-ce que finalement on a des exemples, des modèles d'autres pays, d'autres sociétés ou d'autres exemples et des modèles qu'on pourrait suivre sur une alternative à donner des aides aveuglément, etc., des choses comme ça? Est-ce que ça a déjà été fait autre part, dans un autre temps, je ne sais pas, comme ça? On a déjà fait différemment. Tu veux prendre Ok. Moi, je voulais vous demander, tout à l'heure, vous parliez du traité sur la charte de l'énergie et vous disiez, ça fait 5-6 ans qu'on y travaillait et on ne pensait pas que qu'on aurait cette victoire. C'est qui ce « on » ? C'est des juristes, des économistes, des hommes et des femmes politiques. Et comment ça a été gagné, en fait? Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui. C'est la dernière. Après, je peux signer des bouquins. Je crois savoir qu'il existe aux États-Unis une clause, une formule qui limite le pouvoir des grands trusts. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est sérieux? Si oui, est-ce qu'on peut l'envisager? Sur cette dernière question, je l'ai évoqué, c'est-à-dire que la politique antitrust, qui est effectivement venue des États-Unis, vous entendez pas? Rapprochez-vous, il y a des places. La politique antitrust qui existe, qui a même été créée aux États-Unis, elle date du démantèlement de la Standard Oil au tout début du XXe siècle, mais c'est une politique qui vise à casser le pouvoir de marché d'une multinationale sur un secteur donné. Et par là même considérer que c'est parce qu'elle a pris un pouvoir trop important et que donc du coup la concurrence n'est plus assurée ou que la satisfaction du bien-être du consommateur n'est pas assurée. Ce n'est absolument pas opérant dans une situation dans laquelle nous nous trouvons, où notre problème n'est pas de savoir si Total Energy est dans un secteur concurrentiel ou ne l'est pas, mais est de s'assurer que Total Energy va réduire sa production de pétrole et de gaz. Donc du coup d'intervenir dans ce qui est le cœur même de son business plan. Ça, nous n'avons pas d'outils aujourd'hui hérités du XXe siècle qui nous permettent, du point de vue juridique, politique, d'intervenir sur les choix d'une multinationale privée au motif qu'il faudrait satisfaire des impératifs de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc c'est la question qui nous est posée, c'est cela. Est-ce que et comment? Moi je pense qu'à la question est-ce que nous avons besoin de tels outils, je réponds positivement. Et comment nous les créons? Et ben ça c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait on part globalement d'une table rase. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que avant d'imaginer les instruments pris en particulier, il faut d'abord les fonder, les légitimer dans l'opinion publique.
Et pour cela, de mon point de vue, aujourd'hui, même si on critique beaucoup ces grands groupes, et notamment Total Energy, je ne suis pas encore convaincu qu'on soit au niveau de convaincre l'opinion publique que nous avons besoin d'outils nouveaux pour faire face à la situation actuelle. Deuxième question, d'abord sur les aides publiques, et est-ce qu'il existe des exemples emblématiques à l'international qui nous permettraient de faire la même chose ici en Europe ou en France. Comment répondre à cela? Lisez le bouquin, il y a quelques exemples. Non, je plaisante. Il n'y a pas d'exemple qui soit à la hauteur des enjeux. On n'a pas de pays où les choses seraient faites parfaitement. La deuxième chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas une vision totalement exhaustive sur cette question-là. La troisième élément, c'est de considérer que beaucoup de ces questions-là peuvent se régler à l'échelon européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique d'aide au secteur privé, elle est très largement conditionnée par les traités européens. D'ailleurs, c'est toute la discussion aujourd'hui qu'il existe en Europe de savoir s'il ne faut pas la revoir à l'aune de la nouvelle situation géopolitique mondiale et de la globalisation, avec les États-Unis qui font du protectionnisme via leur dispositif de lutte contre l'inflation et de soutien aux entreprises américaines. Donc voilà, qu'en Europe, on n'a pas de pays qui fait extrêmement bien, mais on a des pays qui font un petit peu mieux sur des choses particulières que la France. Et après, il y a un pays qui, sur un sujet particulier qui n'est pas l'octroi des aides, mais sur la transparence de là où va l'argent public, qui fait beaucoup mieux. Et ça va vous surprendre. Et il faut donc du coup prendre exemple sur lui. Et on le dit dans le bouquin, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont relativement propres aux États-Unis, notamment sur le fait que le citoyen américain doit avoir accès à l'information, ils ont, après les plans de relance de la crise de 2008-2009, nos alter ego américains, ONG et tout cela ont bataillé pour savoir où allait l'argent public et qu'ils ont obtenu des niveaux de transparence sur les aides qui sont octroyées aux groupes privés, bien plus importante que ce qui existe en France, puisque globalement, en France, on n'a aucune information précise. Et donc, du coup, une de nos exigences, une de nos propositions, très molle du genou au regard de ce que je viens de raconter, c'est d'exiger qu'en France, on ait au moins le même niveau de transparence sur les aides publiques au secteur privé qu'aux États-Unis, et pas simplement transparence pour transparence, parce qu'on considère que si nous avions accès au même niveau d'information que ce qui existe aux États-Unis, aujourd'hui, nous serions, nous, capables de mener des batailles bien plus précises, explicites et de nature à changer la donne sur telle ou telle entreprise qui aurait émargé à trop d'argent public ces dernières années. Et en gros, la transparence, c'est un levier pour la mobilisation, pour le scandale public. Et qui dit levier pour le scandale public doit être un levier pour des politiques publiques demain de conditionnalisation et de remise en cause des aides qui sont inefficaces. Je ne sais pas si c'est relativement clair, mais en gros, c'est ça notre façon d'appréhender cette question-là. Et c'est absolument clé. Et y compris parce que, juste pour préciser là-dessus, il n'y a pas un seul homme politique aujourd'hui, y compris de droite, y compris extrêmement pro-business et tout cela, et ça on l'a expérimenté, qui peut venir devant l'opinion publique et dire « je suis contre la transparence des aides publiques aux entreprises ». Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire vivre les scandales tels qu'ils existent quand ils apparaissent. Celui que j'ai évoqué pour l'année dernière, dont j'ai oublié le nom, mais l'ATCOR de cette semaine, donc cette entreprise aéronautique toulousaine, parce que faire vivre ces scandales-là, c'est à chaque fois enfoncer au coin pour essayer d'obtenir plus de transparence sur les aides et donc du coup de conditionnalisation demain. Troisième question, pourquoi on a gagné sur le TCE et qui est le on et qui a mené campagne et comment? En 1 minute 30. D'abord, ça vient de celles et ceux qui, depuis 20 ans maintenant, suivent aussi précisément que possible tous les nouveaux accords de commerce, de libéralisation du commerce et de l'investissement. Donc en gros, c'est les geeks, des ONG, des chercheurs un peu indépendants comme moi et d'autres, qui, depuis l'OMC du début des années 2000, suivent ces questions un peu
pied à pied et de manière systématique. Pendant des années, on s'est focalisé sur les accords de libre-échange qui étaient en cours de négociation. On s'est rendu compte, en suivant cela, qu'en fait, il y avait un traité qui revenait plein de fois et qu'on ne connaissait pas nécessairement précisément et qui revenait dans l'actualité parce qu'on voyait des entreprises poursuivre des États pour leur politique énergétique. Et ce traité, c'était le traité de la Charte de l'énergie. Donc il a fallu aller se replonger dans un traité que personne ne connaissait, que tout le monde avait oublié, mais y compris dans les pouvoirs publics. C'est-à-dire que vous alliez parler à des élus du traité de la Charte de l'énergie, ils vous disaient quoi ? Mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Si, c'est un traité ratifié en telle année en France. Voilà. Non, plus personne ne savait précisément que ce traité existait. Seules les entreprises du secteur de l'énergie qui commençaient à le réutiliser de manière systématique pour attaquer devant donc, des tribunaux d'arbitrage parallèles aux cours de justice classiques auxquels elles ont accès également, les politiques qui étaient menées et qui contrevenaient éventuellement à leurs intérêts en matière de lutte contre le réchauffement climatique, d'énergie et tout cela. À la base, je vais te dire mais moi je suis vraiment périphérique. Ils sont 3 ou 4 copains à avoir analysé à la fois le traité, 20 ans de sa mise en pratique et tout cela par A plus B. Ils ont fait un gros rapport d'ONG en 2018. Et on s'est attaché, et là je peux m'inclure dedans, à essayer de soit le traduire, en traduire des bouts, le faire connaître dans nos propres pays. Et à partir de là, on a fait connaître des cas emblématiques d'entreprises qui attaquaient des États. Donc on a raconté des histoires plus courtes, plus concrètes, en Italie, aux Pays-Bas, en France. La loi Hulot sur les hydrocarbures en 2017, vous vous souvenez peut-être, Nicolas Hulot devient ministre avec Emmanuel Macron. Il vient devant l'opinion publique, devant nous, il dit « Ah, c'est bon, on va arrêter l'exploitation d'énergie fossile en France. » On lui dit « Bon, t'es gentil, mais déjà, on n'en exploite pas beaucoup, il n'en reste plus beaucoup. » « Oui, mais on va le faire quand même, c'est important pour la symbolique, la transparence, le fait qu'on soit exemplaire à l'échelle française, et à l'échelle mondiale et tout ça. » Très bien, fais-le. Il vient avec une proposition de loi qui est relativement ambitieuse. On dit « c'est pas mal. Bon, on pourrait aller plus loin, là, mais c'était intéressant. » Proposition de loi, elle va au Conseil d'État. Elle en ressort édulcorée. Alors on retrouve Nicolas Hulot, on lui dit écoute, t'es gentil, mais ta proposition de loi, elle a été passée à la moulinette. Là. Tout ce que tu prévoyais, en fait, tout a été édulcoré. Oui, mais non, mais c'est compliqué, mais si, mais là, on ne comprend rien. Il refuse de changer, on bataille à l'Assemblée, tout ça. 1 an après, on a appris qu'une entreprise canadienne, Vermilion, avait menacé l'État français, si la loi ne changeait pas, d'attaquer la France devant le traité sur la Charte de l'énergie. Ça aussi, on l'a raconté dans d'autres pays. Et de fil en aiguille, on a fait connaître ce traité. On a publié des lettres ouvertes disant qu'il fallait sortir de ce traité sur la Charte de l'énergie. On a multiplié les rapports, on a fait une pétition. Il y a eu 1 million de signataires en Europe. Peut-être parmi vous, certains d'entre vous l'ont signé. On est allé voir les climatologues, toutes celles et ceux qui voulaient une politique de lutte contre le réchauffement climatique qui soit à la hauteur des enjeux. Et on leur a expliqué, on leur a dit d'abord, asseyez-vous. La chaise, asseyez-vous bien sur la chaise, tenez-vous, et on va vous raconter le traité sur la Charte de l'énergie. La majorité d'entre eux, ils sont tombés de la chaise, même s'ils se tenaient bien à la chaise. Vous imaginez tous ces gens qui, depuis 20 ans, 30 ans, expliquent qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, qui disent « mais c'est pas possible, on vous met toutes les données sur la table, enfin, voilà, l'intérêt à agir, il est là, on l'a démontré. » Et là, nous, on vient, on leur explique, et on leur dit écoutez, si un pays aujourd'hui décide de fermer une centrale à gaz, et bien derrière, il va se prendre un procès. Et pas devant les institutions classiques, mais devant des institutions parallèles où ils sont à peu près sûrs de gagner. Tout le monde est tombé de sa chaise. Et la majorité des élus également. Et y compris des élus, on va dire, pas nécessairement de droite, parce qu'ils s'en foutent du climat, mais y compris macronistes, Bontin et tout cela. Et donc, de fil en aiguille, on a attisé tout plein de contradictions de ce type-là. Et en fait, ils n'ont pas eu d'autre solution que d'en venir, et là je passe un peu sur des étapes, à cette idée que finalement il fallait en sortir. Et donc nous avons gagné de cette façon-là, en utilisant le climat comme un levier pour finalement attaquer des politiques, enfin des institutions liées à la construction de la mondialisation. Tout l'enjeu, c'est de faire la même chose, ou des choses adaptées, ou des choses un peu différentes sur d'autres dispositions de ce type-là. Ça va, je vous ai assez saoulé ? J'ai déjà fait la politique antitrust.
Ah, je peux signer le bouquin si vous voulez. On m'a dit que je pouvais signer le bouquin. Si vous l'achetez, je peux faire un dédicace. Merci à vous. Et, voilà.